passé et l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. Le beau bizarre. Non, oui, pour moi, oui. De Zineb Souleimani. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Le Beau Bizarre, un espace sonore libre et hybride, un espace qui n'épuise jamais la question. En tant que témoin de la vie de mes parents et en tant que sujet de ma propre existence, il est évident que j'ai pu ressentir le fait objectif, historique du départ de mes parents, de cette société natale qu'ils ont quittée. Mon sentiment peut-être le plus fort et le plus important à mon sens est relatif à la question de l'arrivée. Quand on part, on croit toujours arriver quelque part. Et je crois que si mes parents sont partis, mes parents, comme des millions d'autres personnes, ne sont pas toujours arrivés. Un trop court extrait avec la sociologue et autrice Kautar Harshi pour introduire quelques-unes des questions qui vont ponctuer l'épisode du jour. Partir sans jamais vraiment arriver. Exister quelque part, dans la discrétion. Faire silence sur l'histoire passée, des histoires de femmes, de ce qu'elles transmettent ou ne transmettent pas aux filles qui arrivent après. De quelle mémoire sont porteuses les corps de ces femmes? Comment se construire avec une part du récit qui manque? Dans quelle langue? Comment la petite histoire écrit la grande histoire? Et comment l'écriture et le théâtre permettent de mettre des mots et des émotions sur des expériences communes beaucoup trop souvent invisibilisées. Je suis heureuse de pouvoir en discuter avec Tamara Al-Saadi, mon invitée du jour. Tamara El-Saadi, merci d'avoir accepté mon invitation dans Le Beau Bizarre. Vous êtes née à Bagdad, en Irak, et avec votre famille, vous êtes arrivée très jeune en France, où vous avez poursuivi votre scolarité, et puis des études supérieures en sciences politiques, avant de suivre des cours de théâtre. Aujourd'hui, vous êtes autrice et metteuse en scène. Pourquoi et comment le théâtre devient une orientation décisive pour vous? Écrire ne pouvait pas suffire? Alors, c'est une vaste question. Alors, le théâtre, en fait, c'est imposé à moi, plus que moi, je ne me suis imposée à lui, en fait, en vrai. La première fois que j'ai vu une pièce de théâtre, j'avais 9 ans. Et c'est une copine à moi qui faisait un atelier de théâtre. Et je suis allée voir son spectacle de fin d'année. Et j'ai été épatée par le fait qu'il existait un métier où on était payé pour jouer comme quand on était dans la cour de récré. Mes parents n'allaient pas au théâtre, ils m'emmenaient jamais. Et puis après, j'ai eu un contact avec le théâtre parce que j'ai eu la chance d'être dans une école qui pouvait s'offrir le moyen d'emmener souvent ses élèves au théâtre. Et puis à partir de là, en fait, la question qui s'est soulevée autour du théâtre pour moi, en fait, assez jeune, autour de mes 15-16 ans, c'est finalement, je savais que j'avais un peu une envie, je ne veux pas apparaître présomptueuse, mais comme de dialogue avec la société. Et j'ai hésité beaucoup sur en fait comment faire et en fait c'était en première on a développé le concept, enfin la différence entre convaincre et persuader, c'est-à-dire utiliser le rationnel ou l'émotionnel pour interagir avec quelqu'un et en fait pour moi le théâtre allait avec persuader. Et quand j'ai eu mon bac, je me suis dit qu'il ne fallait pas persuader, mais convaincre. Donc j'ai commencé des études, une bi-licence en histoire Sciences Po. Et puis quand j'ai eu ma licence, je me suis rendu compte qu'en fait ce médium-là ne me convenait pas. Et je suis revenue à la notion de persuader. Donc j'ai fait une école de théâtre, j'ai été formée comme comédienne. Et puis j'ai joué beaucoup comme comédienne. Et les sciences politiques m'ont manqué, parce que convaincre me manquait. Donc je suis retournée, j'ai fait un master d'expérimentation en art et politique à Sciences Po Paris, après un long moment où j'avais arrêté mes études. Et en fait, c'est vraiment le fait de tricoter les deux qui ont mené au fait que je fasse de la mise en scène. Alors, oui, en fait, finalement, c'était pas par la porte de l'écriture du tout
mais c'était plus par l'apport d'une expérience commune pour penser que la question de la mise en scène s'est imposée à moi. Vous avez créé votre dernière pièce Istiqlal au Centre dramatique national d'Ivry en novembre dernier, et Istiqlal veut dire indépendance d'un point de vue politique en arabe. Pour introduire un peu ce nouveau projet, quelle indépendance cherchiez-vous à travailler dans la narration de votre spectacle ? Quelle jolie question, on me la pose jamais comme ça. Je pense que tout est politique, et je pense que les corps sont politiques. Et la thématique qui est soulevée dans Istiqlal, c'est en fait en quoi les corps sont porteurs d'un héritage colonial, et notamment les corps féminins. Et finalement, la quête d'une indépendance corporelle et physique et intellectuelle, et du corps de mon personnage principal, Leila, rimait avec celui d'une indépendance politique. C'est un endroit d'affranchissement, d'héritage déterminant qui détermine des rapports de force pour moi et qui conditionne beaucoup de choses à l'échelle de toutes les sociétés. Et c'est à l'endroit de l'indépendance de l'intime que je pense qu'on peut gagner une indépendance politique. Et c'est un titre qui s'est imposé depuis le début de manière évidente ? Oui, il y a quelque chose qui est très drôle dans... Je commence un peu à me rencontrer en tant que faiseuse de théâtre. J'ai fait 3 spectacles et demi, on va dire. Et un truc qui est commun à tous mes projets, c'est que mes titres arrivent bien avant l'histoire. Donc oui, c'est un mot qui était avec moi depuis longtemps. J'ai pensé que c'était un tatouage jusqu'au moment où j'ai compris que c'était le titre d'un spectacle. Je pense que c'est une des questions extrêmement importantes pour moi dans ce texte-là, c'est qu'il commence par décrire le secret et le silence comme une douleur, et ça l'est très probablement dans ces histoires de filles mères et de transmission difficile. Vraiment, je pense qu'il ne faut pas le nier. Mais il y a un apprentissage progressif dans ce texte-là qui est le droit au secret et une place de liberté d'un rapport au secret qui serait plutôt une sorte, au contraire, d'échappatoire aux différents carcans imposés à ces femmes-là. Et je m'arrête parce que je crois que c'est l'heure. La journaliste et autrice Marie Richeux, que l'on entend dans cet extrait, vient de sortir un roman intitulé Sage-femme, où l'on suit la narratrice qui mène une enquête généalogique pour comprendre l'histoire des femmes de sa famille, qui n'ont pas été très bavardes. Et cette thématique du silence est aussi omniprésente dans votre pièce. Le silence des femmes de votre famille, ou du moins la famille du récit dans la pièce. Une thématique que vous avez voulu approcher dans votre pièce, tout en vous posant la question de la légitimité que vous avez, vous, qui faites partie de la jeune génération de cette lignée de femmes, d'aller réclamer que l'on vous raconte l'histoire. Alors c'est drôle parce que je me reconnais beaucoup dans cet extrait. Je me disais, mais c'est qui ? Je connais cette voix. Et c'est drôle parce que j'ai eu une interview par Marie Richeux sur mon précédent spectacle, et c'était une des interviews les plus intéressantes que j'ai faites. Et du coup, c'est drôle d'entendre cette voix. Je ne savais pas qu'elle avait fait ce travail-là, donc c'est assez drôle. Décidément, on a des choses à se dire. En fait, effectivement, le point commun là qu'il y a par rapport à l'extrait que je trouve particulièrement pertinent que vous avez choisi, c'est parce que je me suis souvent vue, moi, exiger le fait de savoir ce qui m'avait précédé. Je crois que toutes les jeunes générations, en plus, estiment qu'ils ont ce droit impérieux à ce qu'on leur raconte, à ce qu'on leur dise, et que c'est même souvent cette figure de la jeunesse qui exige, et une figure qui est très romancée, qui est très valorisée dans les films, dans les séries, tout ça. Donc on se jette à corps perdu dans cette légitimité qui s'est organisée dans nos imaginaires. Et en fait, à force de marteler des questions, un jour, un peu au bord d'une table de repas avec ma grand-mère, j'ai donc posé une énième question, et j'ai tout d'un coup, alors qu'elle n'a manifesté aucune forme de colère ou de tristesse, réalisé la violence que j'exerçais sur elle. Et je me suis dit, mais en quoi mon droit à savoir serait plus légitime que son droit à se taire ? C'est quand même sacrément arrogant de penser ça. C'est-à-dire qu'elle s'est construite avec ses douleurs, et le silence a été pour elle soit un choix, je ne sais pas s'il a été voulu ou du coup il s'est imposé de fait, mais en tout cas il est bien là, ce silence.
Et moi, j'arrive avec mes vapeurs existentielles au cœur d'un pays en pleine abondance, dans un confort de vie qu'elle n'a jamais connu. Et j'ai des problèmes existentiels, en fait. Donc, je me suis trouvée très arrogante. J'ai eu honte. Et je me suis dit que elle porte son histoire. Moi, je porte la mienne et je porte ses silences. Bon, bah, très bien. Alors, du coup, comment on agence ces silences pour grandir ? Alors, il faut agencer avec et créer peut-être un espace simplement de disponibilité pour que elle, si un jour elle a envie de briser ce silence, elle le brise. Mais je pense pas que c'est en la secouant que ce soit en fait la meilleure chose à faire. Soi-disant pour l'aider parce que parler, ça fait du bien. En fait, pas sûr. Enfin, pour qui, j'en sais rien. Enfin, je sais pas. Et pas à n'importe quel moment non plus. Enfin, et décider que c'est le bon moment pour quelqu'un d'autre, je trouve ça quand même un peu difficile. Donc, au moment où j'ai réalisé que finalement, il fallait que je me tisse avec ces silences-là, ben, c'est un des propos aussi qui, du coup, s'est imposé à moi dans l'écriture d'Istiqlal, du coup. Dans vos 3 pièces, vos 3 dernières pièces, si on peut dire ça, il y a comme une traversée des âges autour de la construction de l'identité, dans la place qu'occupe le personnage principal, je crois. Place charrie l'enfance, Brûlé se passe autour de l'adolescence, et dans Istiqlal, Layla est une jeune femme qui vit une première grande histoire d'amour et de couple, on y reviendra plus tard. Comme si à tous les âges de la vie, il y avait un travail permanent pour savoir qu'il en est, que ce n'est jamais terminé, ou est-ce lié à cette part manquante du récit en soi, justement ? Moi, ce mot d'identité, pour moi, c'est un grand mot dans lequel on a mis beaucoup de choses, et c'est surtout pour moi un mot qui fige. Pour moi, l'identité, c'est un mouvement, et c'est quelque chose qui est vraiment tout sauf figé. Et du coup, maintenant, on est dans une société qui s'arrête et qui crispe beaucoup ce mot, qui en fait n'a aucune réalité tangible et permanente, que ce soit pour une communauté, une personne, n'importe quoi. En fait, c'est fictionnel. Je pense qu'une identité, ça ne se résume pas, ça ne se qualifie pas. Et donc, du coup, en fait, une identité, ce n'est qu'un processus qui a différents aspects. Moi, ce questionnement-là, du fait que je sois une femme arabe autour de ce processus s'est imposé très vite à moi parce que le fait que je sois une femme arabe a déterminé mon rapport au monde parce que le monde a voulu me déterminer à travers ça. Donc, mon travail questionne ces filtres et en fait visibilise cet aspect de, si on veut dire, de l'identité. Mais une identité, ce n'est pas que ça. Mais moi, ça a tellement conditionné, ces 2 facteurs ont tellement conditionné de choses dans mon rapport à l'air, à l'autre, à la nourriture, à la musique, au passé, au présent, au futur, aux langues, que du coup, j'écris via ce double prisme, mais c'est un double prisme que je raconte via des histoires et pour visibiliser aussi à quel point c'est un double prisme qui conditionne et qui est déterminant pour beaucoup de choses, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. C'était important pour vous à un moment donné aussi d'inverser un peu le stigmate, enfin en se disant avec fierté pour le coup cette fois-ci que vous êtes femme arabe dans votre travail et dans ce que vous renvoyez, disons. Alors, avec fierté, oui. Évidemment, en tant que femme racisée, bien sûr que j'inverse la cadence qu'on a voulu me faire intégrer, c'est-à-dire que j'étais censée avoir honte de ça et j'ai grandi sur cette erreur. Et lorsque j'ai mis le doigt sur cette erreur qui est véhiculée par les mécanismes d'assimilation, je me suis rendu compte que je m'étais fourvoyée, que je m'étais construite sur un mauvais terreau. Donc évidemment que c'est une façon plus de désamorcer un mouvement qui n'était pas juste. Mais par ailleurs, il y a quelque chose qui est aussi assez important dans votre question, parce qu'en tant que metteuse en scène d'origine arabe, il y a des choses comme ça qui courent dans les médias, comme quoi je n'ai pas la légitimité de parler de ces choses-là, parce que je n'ai pas assez le recul, ou que je suis victime d'injonctions de par mon identité. Comme si il était impossible pour moi. Enfin, c'est une infantilisation extrêmement forte et encore une fois, on est face à des mécanismes de domination extrêmement vicieux parce qu'on me dépossède de mon choix de parler de mon expérience à l'endroit de mon propre intime
Donc c'est soit je n'en ai pas les facultés donc intellectuelles, soit en fait je ne m'en rends pas compte, mais parce que je suis déterminée par ça, c'est comme si je devais servir la soupe, que c'était pas un vrai choix de ma part. Donc je vous remercie de me donner l'opportunité de pouvoir exprimer ça, parce que c'est très intéressant de voir que comment, quand une personne racisée décide de s'autonomiser avec son histoire, avec ses endroits d'oppression et ses endroits de victoire, finalement, on pointe le fait qu'en fait, elle n'en est pas capable comme une façon, comme pour la disqualifier sa parole. Donc oui, je le revendique d'autant plus et j'en suis très fière, oui. Quand vous employez personne racisée, ça peut aussi être mal compris comme mot. Comment vous l'employez sans que voilà, ça soit que ça crée un contresens? Oui. Alors, entendons-nous, dans le mot racisé, il y a le mot race, et la race est une fiction sociale, elle n'a aucune réalité biologique. Sauf que cette fiction sociale, en fait, a des conséquences concrètes dans le rapport des gens entre eux. Parce que le racisme existe. Alors c'est intéressant parce que, par exemple, les gens ne sont pas outrés par le mot racisme, alors qu'il y a le mot race dedans. Mais racisé, ça veut dire, si je veux aller résumer vite, ça veut dire être victime de racisme. Et c'est assez intéressant parce que, finalement, on peut nommer les gens qui sont racistes, mais on ne peut pas nommer les gens qui en sont victimes. Et que tout d'un coup, quand les gens qui en sont victimes choisissent un mot pour eux pour dire oui, on existe, on est bien victime de racisme, on est racisé parce qu'on est en fait perçu à travers cette fiction sociale qui est la race. Moi, je suis donc souvent perçue par les stigmatisations qu'il y a autour de mon arabité. Et ben du coup, là on me dit oulala, attends, tu fais du racisme, c'est raciste ce que tu dis. Ou du coup, tu nous dis que ça veut dire que la race existe. Je dis, en fait, non, la race n'existe pas biologiquement. Évidemment que non. Mais en fait, à un moment donné, il faut arrêter de faire semblant que ce concept, en fait, n'existe pas socialement dans nos sociétés, n'engrange pas du délit de faciès, n'engrange pas du racisme ordinaire, du racisme au logement. Enfin, et en fait, c'est un peu le même mécanisme que je vous décrivais autour du fait que à partir du moment où moi je décide de parler de mes endroits d'oppression, on me dit que j'en suis pas capable. C'est comme si j'en avais pas vraiment le droit de témoigner de ça. On m'infantilise. C'est un peu le même endroit. Quand je dis que je suis une femme racisée, là on me dit attends, wow, qu'est-ce que tu racontes? Et en fait, je suis fatiguée qu'on décide pour moi si je suis victime de quelque chose ou pas. Qu'on décide pour moi... En fait, c'est-à-dire que mon arabité, elle est agitée quand elle est justement souvent exotique, quand c'est important parce que je parle de la guerre et que donc là, moi j'ai une légitimité à en parler. Mais en fait, quand je parle du problème que pose mon arabité en tant que femme française, oulala, ça c'est tabou. Donc oui, c'est un mot, je pense, qui est très important, que je suis ravie de porter. Alors on peut en discuter. En fait, ce mot me permet de rendre visible une expérience qu'on veut invisibiliser dans beaucoup de structures sociales en fait. Et que pour une fois, en fait, en le nommant, je le visibilise de fait et ça peut gêner, oui. Maya Sambar, avec qui vous fondez votre compagnie La Base, joue souvent le personnage féminin dans vos spectacles. Est-ce qu'elle représente un peu votre... Vous voyez venir. Est-ce qu'elle représente un peu votre alter ego fictionnel? Et comment vous la dirigez au plateau sans que cela soit troublant, du coup? Ok, il y a plusieurs questions dans votre question. Alors, Maya, c'est mon amie et une actrice que j'aime profondément. Et je ne sais pas écrire pour des acteurs que je n'aime pas. Donc souvent, j'écris souvent avec des acteurs en tête et il s'avère que cette actrice est une actrice qui assume qui assume m'inspirer, me faire rêver avant tout. Je travaille autour des questions d'autofiction. Donc, si votre question c'est est-ce que c'est mon alter ego scénique, je pense que ce serait très réducteur de dire ça. Mais du coup, elle est en fait quelque part, elle traduit mes histoires par son endroit d'interprétation artistique. Et à un moment donné, l'objet m'appartient plus, vu qu'il passe par sa sensibilité. Et tant mieux. En quoi c'est compliqué? Alors, en tout cas, pour le moment, ça l'a jamais été compliqué parce que je pense aussi que quand on manipule une matière intime, il est très important d'en faire un objet.
sinon on la manipule mal et on peut créer des endroits d'impudeur, que ce soit sur scène ou dans nos rapports avec nos acteurs. Et Place, pour le coup, qui est un spectacle très autobiographique, j'ai eu la chance que aussi mon équipe m'en a beaucoup parlé, du fait qu'ils saluaient le fait qu'il n'y ait aucun moment de douleur ou de thérapie, tant mieux, parce que si j'en avais été là, je pense que j'aurais pas été très fière de ce que j'aurais proposé au public, et puis en fait le public ne peut pas regarder ça. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement juste dans ce qu'on donne à voir, parce que nous on fait du théâtre, on raconte des histoires, on fait de la fiction. Alors moi j'utilise cette matière-là que j'adore manipuler pour même les faire passer dans des espaces fantastiques, mais si j'avais encore un endroit d'inconfort avec tout ça, je pense que je le manipulerais mal, et donc de fait ça créerait peut-être des complications dans mes directions d'acteurs ou même dans les dramaturgies. Et puis aussi, c'est quelque chose qu'on me dit beaucoup à la sortie notamment de Place et de Istiqlal. Istiqlal, c'est plus fictionnel que Place, mais en tout cas dans les deux, on me dit qu'on n'est jamais mal à l'aise, qu'on ne sent pas d'impudeur et que à l'endroit de l'intime, mon intime crée quelque chose de beaucoup plus commun. Et en fait, beaucoup de gens qui n'ont rien à voir, par exemple, avec l'immigration, me disent qu'ils se reconnaissent dans ces histoires. Et c'est là où j'ai l'impression qu'en fait le pari est remporté, parce que si j'avais été encore crispée sur des douleurs personnelles, je pense que j'aurais pas pu offrir cette surface de projection. Pourquoi je parle pas l'arabe? Parce que ça ne sert à rien. Comment t'es arrivée en France? Oh, et je te l'ai déjà raconté, Leïla. Recommence. Bon, mes parents sont morts, mon oncle s'est occupé de moi, il a trouvé le moyen de m'envoyer en Europe. Fin de l'histoire. Comment ils sont morts? Fin de l'histoire. Moi aussi, j'étais là-bas. Tu me fatigues. Les fœtus féminins portent déjà leurs ovules. Donc techniquement, quand t'étais dans le ventre de ta mère, moi j'étais dans le tien et donc dans le sien. D'accord. J'ai rien compris. Non, j'essaye de t'expliquer quelque chose que tu veux pas comprendre. Moi aussi, je suis irakienne. Et en tant qu'irakienne, je veux parler l'arabe. Très bien, alors Leïla, je ne t'apprendrai pas. Je veux apprendre à lire et à écrire. Non! Julien apprend. Mais quand tu t'appelles Julien, tu peux apprendre l'arabe, c'est exotique. Quand tu t'appelles Leïla, c'est dangereux. Il y a un moment merveilleux. Le jeune Marcel Proust est en train de traduire le grand critique anglais, le grand philosophe de l'art, Ruskin, 7 ans de traduction. Il connaît très peu d'anglais, Proust. Alors, la nuit, sa maman merveilleuse fait un premier brouillon. Elle avait un anglais superbe. Le met sous la porte. Et que nous dit le jeune Marcel? L'anglais est ma langue maternelle. Et c'est une leçon très, très importante. Je n'y crois pas aux langues maternelles. On pose souvent la question à Yasmine, le personnage de votre précédente pièce Place, si elle parle arabe. Leïla, le personnage de votre pièce Istiqlal, pose la question à sa mère, comme on l'entend dans l'extrait, pourquoi elle ne parle pas l'arabe, qui est donc la langue de sa mère à qui elle pose la question. Suivi d'un extrait d'un À voix nue avec George Steiner, philosophe et écrivain, où il nous pousse à se questionner sur la notion de la langue maternelle. Et la langue est un sujet en soi dans votre travail. Est-ce que la langue maternelle est vraiment maternelle ? Qu'est-ce que c'est que ce qualificatif de maternelle? Je comprends pas vraiment ce que c'est, mais bon. Moi, le concept de langue maternelle avec ces deux termes, langue et maternelle, résonne pour moi de façon extrêmement concrète, puisque en fait, j'ai continué à parler l'arabe en France parce que ma mère ne parlait pas le français et donc parlait qu'arabe. Donc de fait, j'ai été obligée de parler arabe. Donc c'était la langue maternelle. Et du coup,
j'ai pas parlé arabe initialement parce que ma mère parlait arabe. J'ai parlé arabe initialement parce que je suis née à Bagdad et que la totalité de ma famille est irakienne. Mais aujourd'hui, langue maternelle résonne de façon très concrète parce que c'est la seule personne avec qui je parle arabe. Et en fait, il y a quelque chose autour de ça, du coup, qui me fait beaucoup cogiter, c'est-à-dire donc quel est l'héritage maternel ? Et du coup, qu'est-ce qui fait donc exister en nous ? Je questionne autant la langue que le maternel dans ce contexte-là. C'est pour ça qu'à un moment donné, Leïla, plus tard dans la pièce, parce que sa mère donc refuse de lui apprendre l'arabe, et plus tard dans la pièce, elle lui dit, en gros, tu penses que tu ne m'as pas appris l'arabe, mais en fait, si. Donc, qu'est-ce qu'une langue ? Qu'est-ce qui nous est transmis ? Et c'est une réflexion qui est partout dans la pièce. À un moment donné, c'est suggéré par rapport à ce que moi, j'ai réussi à comprendre, autour du fait que c'est un système de pensée, que c'est quelque chose qui est beaucoup... Les mots charrient beaucoup plus de choses que leur propre sens. Et du coup, c'est une réflexion que je mène un peu tout le temps. J'ai pas vraiment de réponse. J'ai des indices. Et du coup, c'est encore pour moi très mystérieux. J'ai l'impression, en tout cas, que la langue arabe, pour moi, est intrinsèquement liée à la relation que j'ai avec ma mère. Mais pour le coup, c'est une expérience très personnelle. Je peux pas me permettre de m'exprimer pour quelqu'un d'autre. Et encore une fois, je pense que chaque personne a une expérience très personnelle avec cet héritage linguistique-là. Et vous écrivez en français, principalement. Donc c'est encore une autre langue, la langue d'arrivée pour vous. Et dans la dernière pièce, contrairement un peu moins, en tout cas dans les premières, se tisse à la fois l'arabe et le français dans le texte des personnages, notamment de Leïla. Comment la circulation se fait entre les deux langues dans ce cas-là pour vous ? Moi, je peux pas écrire en arabe, je sais pas. Et je lis très lentement. En fait, tout d'un coup, dans les récits que j'écris, en fait, je me dis, en fait, ça devient une nécessité que ce soit exprimé en arabe. Et je suis du coup confrontée à ma propre limite. Mais je sais que c'est pas la limite de mon personnage. Et donc du coup, tout simplement, j'écris ce que je veux que ce soit, comment ce soit dit. Et c'est ma grande sœur qui me le traduit en arabe. Et là, il y a aussi la maman de Maya qui nous a aidés à traduire une partie, parce qu'il y a une partie qui est en dialecte libanais. Et donc voilà, j'ai de la chance d'avoir une constellation de gens qui maîtrisent cette langue bien mieux que moi et qui m'aident à retranscrire ce que je veux. C'est là où en fait l'histoire est plus grande que moi, où la fiction théâtrale s'impose, parce qu'à un moment donné, je me rends compte que je ne peux pas poursuivre l'écriture en français et que l'histoire veut que ça soit dans une autre langue. Et du coup, j'écoute son mouvement, quoi. Et dans ce cas-là, cette matière-là qui devient un peu... elle ne vous échappe peut-être pas, mais du coup, elle vous dépasse dans la maîtrise que vous pouvez en faire. Ça vous plaît aussi, l'idée de travailler avec une matière pas complètement, en tout cas, connue et maîtrisée ? Oui, parce qu'en fait, quelque part, c'est extrêmement drôle. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petite, je parlais qu'en arabe littéraire parce que je regardais beaucoup de dessins animés. Et que donc, du coup, je suis incapable aujourd'hui de m'exprimer en arabe littéraire. Mais en fait, quand j'entends de l'arabe littéraire, ça agit un truc en moi très, très profond. Donc, en fait, j'ai une identification et en fait, une familiarité extrêmement forte qui est en fait quasiment charnelle, qui est organique. Donc, ça aussi, c'est un rapport à la langue qui est drôle. Donc, est-ce qu'on connaît une langue si on ne sait pas la parler ? Oui, parce que mon corps connaît cette langue parfaitement. Et une part de ma narrative sociale propre et de ma construction sociale ne la connaît pas. C'est pour ça que je trouve que l'être humain est quand même un être assez passionnant. On est quand même très... on a beaucoup de facettes et je pense qu'on n'a pas fini d'essayer de se comprendre. Mais... Donc du coup, la matière qui m'est proposée, déjà il y a aussi... je diffuse aussi à un moment donné un entretien avec ma grand-mère, qui elle pour le coup parle avec un dialecte irakien que moi je comprends très bien. Et c'était important pour moi qu'on entende de l'irakien dans le spectacle. Il y a de l'arabe littéraire et il y a de l'arabe libanais. Et à chaque fois, avec chaque strate d'arabe, j'ai un rapport différent. Et je me reconnais beaucoup, par exemple, dans Maya, où en tant que comédienne, quand elle parle en arabe, il y a quelque chose elle n'est pas totalement bilingue. Elle maîtrise bien, mais on a à peu près le même niveau de maîtrise toutes les deux, plus ou moins. Enfin, c'est pas vraiment comparable, mais bon, voilà, c'est pas sa langue la plus innée, en fait. Mais quelque chose dans son corps se met en action qui devient... c'est presque pas la même actrice quand elle joue en arabe, et c'est assez fascinant à voir, et c'est aussi pour ça que je travaille avec Maya, parce qu'il y a un endroit
même dans la pensée et dans son rapport aux mots, dans lequel je m'identifie beaucoup. C'est un homme. بعرف. Et ils sont tous comme ça. مش عم تساعديني. Ils soufflent sur un grain de sable. Ils croient avoir soulevé l'Himalaya. C'est comme ça. Et on doit convertir leurs petits gestes en exploits, sinon ils se vexent. Et là, je vais te dire, ma grande, que même le petit geste, t'en verras plus la couleur. في شي بشخصيته مش عم بفهمه. أوقات كأنه غريب علي. كل ما غاب لي تغطية موضوع، كل ما رجع واحد تاني. بياخد صور بتطير العقل. مهمة. أنا فخورة بيه. هو من زمان وجاي حلمه يصور، مشان هيك مش مسألة خطر أو غياب طويل. بيصير واحد تاني أو هو طول عمره هيك. ما بقى أعرف. Chérie, c'est un homme. Et il a donc peur par définition. من شو؟ Peur de ne pas être indépendant, puissant, reconnu. وليش أنا بشكل عائق أمام طموحاته؟ Je crois que la réponse réside dans le combo d'une pression sociale exercée sur les hommes en général, d'une mère fanatico-invasive et d'un père à la fois froid et exigeant, probablement un peu en compétition avec son fils, qui est lui-même le fruit du même combo. Calme-toi. Ce qui génère une méfiance inhérente à l'égard de leur propre ressenti et de l'expression émotionnelle en général. Dixit, je ne suis pas à l'aise quand tu pleures, et ou je ne pleure jamais. Ça m'étonnerait. Les émotions étant liées à de la faiblesse et donc à une inévitable perte de contrôle sur le chemin qui les mènera vers la gloire qui leur est prédestinée. Enfin, c'est seulement mon avis. Et bien sûr, ce ne sont pas tous les hommes. Hein? Dieu me garde d'une telle généralité. Un autre extrait de votre pièce Istiqlal qui introduit le rapport à l'amoureux français occidental pour votre personnage féminin, un rapport qui crée à un moment ou à un autre un décalage, une gêne, un malaise. Dans votre précédente pièce Place, dans une situation où Yasmine est invitée à dîner chez la famille de son amoureux, l'amoureux pose la question à son père « Papa, est-ce qu'on a de la famille arabe ?» Et le père de répondre « Ne m'insulte pas ». Et puis dans Istiqlal, Layla emménage avec Julien après 2 ans de relation et rencontre enfin ses amis lors d'une soirée chez eux. Et là encore, elle ressent qu'elle incarne pour eux quelque chose d'exotique. Qu'est-ce que le dispositif du couple dans votre dramaturgie permet d'exprimer ou de traduire ? Alors, forcément, dans un premier temps, c'est une vision qui est hétéronormée, parce que c'est l'expérience que je connais moi personnellement, donc voilà, donc ça c'est quelque chose d'important à dire, parce que ça traduit que cette expérience-là. Et puis, par ailleurs, en fait, l'espace, en tout cas du couple, est un espace, en fait, où justement, c'est un espace de l'intime et un miroir qui est assez intéressant, je trouve. C'est que souvent, on perçoit en l'autre ce qu'on perçoit en nous, nos qualités et nos défauts, et surtout nos pires peurs. Alors, dans les 2 cas, en fait, les deux histoires sont un peu différentes, mais effectivement, les 2 garçons, dans ces 2 histoires, sont déclencheurs d'un miroir, mais qui est différent pour les 2 femmes, pour Yasmine et pour Layla, en fait, dans Place et dans Istiqlal. Dans Place, son rapport avec son amoureux français a une valeur, en tout cas, de miroir de son assimilation. C'est parce que l'assimilation, c'est pour moi un mécanisme extrêmement dévastateur et malfaisant, parce qu'en fait, lorsqu'on est assimilé, on intériorise le fait que nos origines sont un handicap qu'il faut absolument évincer. Et on a l'impression de grandir avec cet handicap et avec ce sentiment d'imposture qui fait qu'on
veut s'approcher des figures assimilatrices, voilà, donc elle tombe amoureuse d'un homme français qui constitue pour elle à la fois une représentation qui la valide, comme si ça venait valider sa francité, et en même temps, elle se heurte au fait qu'elle sent qu'elle n'est jamais assez française, et que donc lui va s'en rendre compte, et que donc du coup, son père, qui a du coup des réactions racistes très frontales, en fait, au lieu de regarder que le père en fait fait quelque chose de pas très correct, elle s'en veut à elle-même, en fait, à la honte. Ça, c'est une expérience que j'ai vécue moi personnellement dans le cadre d'un repas de famille où ça s'est passé. Et je me rappelle avoir eu extrêmement honte parce que j'étais très jeune et j'étais comme désolée. Et j'avais comme envie de lui montrer que même si j'étais une fille arabe, j'étais quand même quelqu'un de bien. C'est quand même dramatique d'en arriver à penser ça. Et plus tard, j'ai eu beaucoup de peine pour la jeune fille que j'étais. Alors que je pense qu'aujourd'hui, j'aurais sans doute envoyé son plat au visage. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, mais c'est quand même fou que mon premier instinct était un instinct de honte. Alors bien sûr, ce n'est pas de mon fait, vu que ce qui s'est organisé autour de moi était fait pour que je ressente la honte et que j'étais pas assez outillée pour comprendre ce que j'étais en train de subir. Mais en fait, c'est un paramètre, c'est une grande victoire de l'assimilation que de nous faire intérioriser ça. Pour Leïla, il y a quelque chose qui est différent, parce que pour Leïla, elle est née en France, donc elle n'a pas exactement le même héritage que Yasmine. Et puis, par ailleurs, en fait, elle ne perçoit pas les réflexes peut-être de racisme ou de misogynie intégrés qu'il y a autour d'elle. Par contre, elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'elle n'est pas encore capable de nommer, mais elle commence en fait à sentir un malaise. Mais quelque part, ce malaise fait aussi un effet miroir. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'observe et qu'est-ce qui m'observe, en fait, à cet endroit-là. Sauf que Leïla, elle n'est pas tout à fait d'accord avec le fait qu'on la regarde comme ça. Il y a quelque chose qui sonne faux pour elle, même si elle ne sait pas encore le nommer. Alors que pour Yasmine, rien ne sonnait faux. Elle pensait que c'était juste. Alors moi, j'estime avoir eu la chance d'avoir les moyens de m'en affranchir, même s'il y a des dégâts qui sont irréversibles, je pense. C'est comme dans Matrix, quoi. On a pris la pilule bleue ou la pilule rouge. À un moment donné, on m'a proposé cette pilule-là. J'ai eu la chance de tomber sur la bonne pilule, sauf que c'est dur, ce qu'on voit, du coup, parce qu'on voit mieux. Donc ça donne un coup à notre... Le monde est quand même moins simple quand on a conscience de tout ça. Et c'est en même temps le moyen de s'en affranchir, de s'en libérer. Et c'est très... ça peut aussi être très soulageant et ça peut nous délivrer de beaucoup de choses. Mais en fait, moi, j'ai eu la chance d'avoir un accès, d'avoir rencontré les bonnes personnes, les bonnes lectures, les bons podcasts, qui m'ont permis de tout d'un coup pouvoir enfin nommer un malaise que je n'arrivais pas à exprimer, en fait. C'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Et c'est pas le cas aussi beaucoup, par exemple, autour de la question de l'assimilation, notamment les générations précédentes. Pour eux, c'est ça, par exemple, ils ne veulent pas transmettre leur langue d'origine à leurs enfants, comme si c'était mal. C'est notamment ce discours que porte la maman de Leïla. J'ai vu beaucoup les générations qui ont été encore plus touchées que moi par le colonialisme, parce qu'ils l'ont vécu, ils l'ont traversé dans leur corps, qui ont encore plus intériorisé le fait que leur culture était problématique. Mais en même temps, dans l'extrait, on entend la maman, qui est un personnage assez drôle dans la pièce, il faut quand même le dire, malgré l'histoire dont elle est porteuse, qu'on comprend comme ça en filigrane, mais vous avez réussi à en faire un personnage un peu comme une respiration qui arrive par moment. C'était aussi nécessaire pour vous de créer un peu un décalage dans le récit? Ah bah oui, parce qu'en fait, ça aussi, toujours les gens qui ont été... comment dire, les derniers maillons de tragédie sont comme ça, dressés toujours comme des personnages dramatiques. La vie est beaucoup plus maligne que ça, c'est le cas, hein, et ce personnage ne souffre pas moins de son histoire. Mais c'est comme si souvent dans les histoires qui nous entourent, la résilience n'était pas un sujet. Et l'humour est souvent une porte de
d'entrée, de sortie et de respiration qui est assez magique. Alors, elle s'est construit un univers qui était fantasque, où en fait, elle s'est mis comme devoir de faire rire sa fille, quoi qu'il en soit. C'est une façon comme une autre d'aller vers la vie. Et c'est vrai qu'on me dit souvent que ce personnage est inattendu, étant donné que c'est lui le cœur de la tragédie, et pourtant il n'a pas l'air d'aller si mal. Oui, vous avez tout à fait raison, parce qu'il y a toute une confusion entre colonial, anticolonial, postcolonial, décolonial, et donc il faut préciser. Décolonial, c'est vraiment... Ce qui est intéressant, c'est de voir, parce que justement, on sort d'une temporalité trop précise. Vous voyez, alors il y a eu un empire colonial, puis il se termine, il y a des indépendances, et puis après, aujourd'hui, la République française continue à avoir des territoires dits d'outre-mer, mais comment on appelle cette forme? Mais de notre côté, c'est ce qu'ont proposé des théoriciens, surtout d'Amérique du Sud, sur ce qu'ils appellent la colonialité. C'est-à-dire que tout est terminé en termes juridiques, en termes de droit, enfin sous la loi, mais que des choses qui perdurent. Les choses qui perdurent et qui ont des conséquences vraiment tout à fait concrètes. C'est pas simplement de la représentation et de l'image. Et qui sont nées dans ce bouleversement du XVIe siècle où l'Europe a voulu chercher à imposer sa pensée sur le reste du monde et à faire des autres civilisations des civilisations mineures. Et c'est ça la colonialité. C'est celle qui décide qu'il y a une manière d'être humain, une manière d'être citoyen, une manière d'être une femme, une manière d'être un homme, et qui l'impose. Et le genre, ça sera ça. Être un bon père, ça sera ça. Être une bonne famille, ça sera ça. Et cette colonialité se perdure. Donc décolonial, c'est s'attaquer à cette colonialité. Je crois qu'il y a, à travers votre travail, la volonté de faire rencontrer la petite histoire avec la grande histoire. Ici, la voix de la politologue Françoise Vergès introduit la notion de décolonisation. Et je crois que c'est une pensée qui a nourri l'écriture de votre travail. Vous pourriez nous dire comment, justement ? Vous voyez des mots qui vous délivrent. Le mot de colonialité, pour moi, en fait partie parce que elle met le doigt, ce concept met le doigt sur vraiment une constellation de ressentis que je pensais être... que je n'arrivais pas en fait à nommer, qui n'étaient pas rationalisés mais que je percevais. Notamment pour moi, l'assimilation, c'est une colonisation culturelle de l'intime et je pense que ça fait partie du panel de la colonialité, en fait, les mécanismes d'assimilation. Et en fait, je suis tout à fait d'accord avec le fait que le colonialisme perdure par le fait qu'il est producteur de normes qui sont... occidentale et donc pétrie par à la fois des questions patriarcales à l'occidental et des questions par exemple capitalistes aussi qui sont inhérentes à la culture occidentale sans en nommer d'autres, mais en fait ces deux paramètres-là, le patriarcat à l'européenne, c'est le patriarcat dans toutes les civilisations, enfin dans beaucoup, mais en tout cas à l'européenne il a vraiment une couleur, une texture particulière, parce qu'il se dit inexistant. Donc, du coup, c'est un peu dur de le déceler. Tout ça pour dire qu'en fait, oui, absolument, je suis tout à fait... c'est, je pense, mon envie de visibiliser la colonialité dans mon travail, qui est en fait un moteur très important et qui existe dans les 3 pièces que vous avez citées. Estirlal part en tournée dans plusieurs villes en France et peut-être même dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous les citer pour terminer ? En vrac, juste pour honorer les villes dans lesquelles vous allez passer bientôt. Ouais, alors on est pas mal en région parisienne, en Île-de-France. On va être bientôt à Rungis, à Cachan, à Villefranche. On va être aussi à Grenoble. La saison prochaine, on va être à Lille, à Dijon. Et on est aussi en Suisse cette année. Je regrette, j'ai pas en tête, donc je suis désolée pour les villes que j'ai pas nommées. Mais il y a la tournée des 3 spectacles sur le site de la compagnie La Base. Alors, vous êtes bienvenus. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Sauti, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et merci de votre écoute. Just like this
world. I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know change has gotta come now. Ooh, yes it is now. Oh my, oh my. It's been too hard living, oh my. And I'm afraid to die. I don't know what's up there beyond the clouds. It's been a long time coming. I know, change has gotta come.